La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 80 knots check. Air France de Tango, bonsoir, de Tango 3, ligne 0 gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Conseil, bonsoir, de Tango par l'attend Air France, en besoin. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 8401 to London Heathrow. La zone aéro. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Voilà, et bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, bienvenue dans la zone aéro. Il est 20h30, j'espère que vous allez bien. Il est là, il est de retour, du Schnorr. Salut mon Nico. Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Eh ben, on t'entend très bien. Comment ça va? Très bien, ça va bien, je voulais vous remercier pour les petits messages là, pour mon anniversaire sur le Discord. Et ben voilà, ils ont tous C'était fait... très gentil de votre part. Ils ont fait coucou, ils se sont tous fait passer le message. C'est remonté dans les plus hautes sphères de l'État avant de redescendre sur le Discord. Mais bon, faut faire attention parce que certains âges, il faut plus fêter les anniversaires hein, après ça. Ah ben faudra que tu dises quand alors. Voilà, ça casse le moral quoi. Bien. Mais il y a le dos et les articulations qui rappellent. Oui, l'âge, voilà. De toute façon. D'ailleurs, tu étais absent pendant un moment, mais tu as volé. J'ai bien compris. Tu as fait des vols? Dans les magasins? Non, jamais. là-haut. Non. Ah oui, j'ai repassé Bon. Enfin, c'est pas vraiment une qualif, quoi, c'est une extension. Ok. Bon, bah écoute, Voilà. c'est parfait. Pour former des instructeurs. Des formateurs d'instructeurs, en veux-tu, en voilà. Il y en a de plus en plus, eh ben, c'est bien. Qui a volé? Eh ben, qui a volé l'orange de Nico? C'est Nico, il est là. On va vous saluer hein, dans le chat. N'hésitez pas à faire un coucou. J'ai vu l'équipe de modération qui est déjà sur le pont avec Julot, avec Philémon. Coucou à vous. Merci à vous d'être présents à chaque émission quasiment pour assurer également la bonne réalisation, la bonne ambiance dans le chat. Merci à toute l'équipe, bien sûr. Faites coucou les amis, on vous salue. Comme ça, au moins, on est dans la convivialité. Et pendant que peut-être que vous postez vos petits messages, je vais saluer les personnes qui nous suivent également sur YouTube, qui vous êtes peut-être en train de regarder le replay. Bienvenue à vous. Je vous rappelle que la zone aéro, évidemment, c'est en live sur Twitch à J-14 si vous prenez votre date de replay. Sinon, le replay YouTube, c'est J+14 par rapport au live. Et si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire en direct sur Twitch. Ou si vraiment vous avez raté le live, pas de problème. Ça se passe en dessous. Vous laissez un commentaire, vous mettez un like, vous mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à nous faire remonter dans l'algorithme obscur de YouTube pour faire remonter un petit peu les lives d'aviation. On vous en remercie par avance, ça coûte rien. C'est 2 clics, mais ça aide beaucoup, en tout cas, à la visibilité de la chaîne. Cette chaîne qui d'ailleurs va probablement s'exporter. On attend des dates, on va avoir des lives à l'extérieur, normalement, 2026. C'est prévu, on vous tiendra informé. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc on ira auprès, à droite, à gauche. Voilà. On vous tiendra informé, mais on va se déplacer avec le studio, avec tout ce qui va bien. Et puis peut-être qu'on vous retrouvera à droite ou à gauche. En tout cas, avec plaisir. Si vous désirez soutenir le travail de la zone, vous connaissez le principe. Hein. Sur Twitch, vous pouvez prendre un abonnement, un petit sub, comme le font certains parmi vous, et on vous en remercie également. Et puis, vous pouvez aussi utiliser votre abonnement Prime pour soutenir la chaîne. Ça ne vous coûte rien du tout. Vous avez, avec votre abonnement Prime, l'abonnement offert, entre guillemets, de 30 jours sur une chaîne de votre choix. Si vous nous choisissez, ça nous aide aussi. Et vous, ça ne vous coûte rien quelque part, donc n'hésitez pas. Et puis enfin, il y a la boutique qui vous permet de vous looker comme ça, là, avec les petits goodies, les mugs, tout ce qui va bien. Ça fait rayonner l'émission déjà, et en plus, ça nous soutient, ça nous permet de capitaliser et ensuite de pouvoir investir dans du matériel un peu plus évolué. Et puis, vous avez aussi la possibilité de participer sur Patreon, où vous devenez les patrons de la zone. Et on essaie, tant bien que mal, de vous proposer des petits contenus exclusifs pour vous remercier un petit peu de tout ça.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais enfin parler des replays, enfin des replays, pas des replays, mais plutôt des lives alternatifs qui vont se dérouler sur TikTok. On a fait un essai la semaine dernière, on va en refaire. Moi, j'ai peu le temps d'en faire cette semaine, pardon. Mais ça devrait arriver, des replays en annonce ou en react de certains lives. Donc rejoignez-nous sur TikTok si vous avez la plateforme. Vous tapez la zone aéro sur TikTok, vous nous rejoignez. Et quand on va lancer des lives qui ne seront pas d'ailleurs sur Twitch, eh ben, vous pourrez venir discuter avec nous, avec les intervenants, pourquoi pas avec des invités, en direct sur la plateforme. Je crois que j'ai brossé à peu près le trait de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Bien écoutez les amis, ce que je vous propose tout de suite, c'est de déposer le plan de vol de l'émission, hein, tant qu'on y est. On est parti? Ah, il y a Lolo Radar, voilà, Lolo qui vient de faire clignoter le bar de la zone. Merci Lolo, 6 mois d'abonnement, il a la carte de la zone aéro, il est bien, Lolo, il est tranquille chez nous, on le remercie. Merci beaucoup Lolo Radar pour le soutien. C'est parti, plan de vol de l'émission, on lance l'avion. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Allez, on va faire apparaître le sommaire ici. Tac, voilà. Ah, il y a un train de la hype niveau 1, c'est Lolo qui l'a lancé, merci beaucoup. Ah oui, 6 mois d'abonnement, c'est la totalité du truc. Merci beaucoup, mon cher Lolo, et merci pour le niveau 1 de la hype, 31%. Vous pouvez le déclencher, je ne sais pas s'il est en dessous de chez vous, à gauche ou à droite, mais voilà. Si vous prenez des subs ou que vous offrez des bits ou des abonnements, machin, ça fait monter le train. Alors c'est un train, c'est pas un avion, mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. L'actualité du terminal, c'est dans un instant 5 petites actus du jour à vous partager. Puis derrière, on va avoir le plaisir de rencontrer une pilote qui est une passionnée. On en discutait un petit peu hors antenne avec Nico tout à l'heure. C'est une vraie passionnée, elle a été formée en aéroclub, modulaire, merci 0K, merci pour l'abonnement, 30 mois, 0K, ça remonte, hein. Merci beaucoup, 62%, voilà, encore, je pense qu'encore un sub, et normalement, on doit passer au train niveau 2. Merci beaucoup en tout cas. Donc je disais, Margot, on la retrouve tout à l'heure, c'est une pilote professionnelle. On parlera de formation, on parlera de passion, on parlera d'activités aériennes, telles que les meetings aériens, que la voltige. Elle a fait plein de choses et vous aurez la possibilité de lui poser vos questions sur la formation ou sur son parcours, sur les avions sur lesquels elle vole, pourquoi pas. L'antenne, elle vous est ouverte. Donc posez vos questions dans le chat, on les met de côté comme d'habitude. Et puis, une fois qu'elles sont de côté, on les aborde au fur et à mesure de notre discussion. N'hésitez pas, encore une fois, vous faites partie de la rédaction, on va dire, de la ligne éditoriale de la zone aéro, et on vous ouvre évidemment la possibilité de poser vos questions. Donc Margot, on la retrouve tout à l'heure, c'est la rubrique 1, visage dans les nuages, et puis fin d'émission, vous connaissez le principe, la remise de gaz, foire aux questions, avec le programme à venir. On est en train de remplir le mois d'avril, donc c'est plutôt pas mal. On a de chouettes invités à vous proposer. Vous les découvrirez notamment la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, ce sera, je crois, pas loin de les dernières émissions du mois de février, pardon. Et en l'occurrence, on va annoncer le programme du mois de mars qui est verrouillé. Donc restez bien avec nous et vous verrez qu'en mars, on dit un mars et ça repart, je sais les faciles, mais non. On vous a proposé un chouette programme. Allez, on repousse le sommaire et puis tout de suite, on est parti pour l'actualité du terminal. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Merci Lolo pour les applaudissements, ça fait plaisir. Il y en a au moins un qui suit. Merci Lolo. Allez, on est parti pour l'actualité du terminal. 5 petites nouvelles à vous partager qu'on a pu glaner au fur et à mesure de la semaine. On va parler de nouveaux équipements. Peut-être que vous prenez des compagnies irlandaises, Ryanair et compagnie, pour aller à droite et à gauche, et peut-être même en Belgique, à Charleroi, qui est un des hubs de la compagnie. Eh bien, l'aéroport a investi, puisque l'aéroport de Bruxelles South Charleroi Airport
a achevé une modernisation complète de son balisage lumineux qui avait été lancé en 2018. Donc vous vous rendez compte, c'est presque 10 ans pour moderniser un éclairage d'aéroport, ça prend du temps. Et c'est la société wallonne des aéroports qui a mis ça en place. Près de 200 km de câbles ont été remplacés, environ 95% des feux de piste sont désormais en technologie LED. C'est vrai que c'est ce qui éclaire bien et ce qui consomme relativement peu et ce qui dure longtemps. Donc il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train de passer à cette technologie-là. L'opération, évidemment, vise à améliorer la sécurité des décollages et des atterrissages, puisqu'on voit mieux les pistes et les taxiways, les aires d'atterrissage, les aires de parking également. Et puis, on réduit en même temps la consommation électrique de l'ordre de 80 à 85%, ce qui est quand même assez important. D'ailleurs, si chez vous, vous avez encore des vieilles ampoules incandescence, vous passez en LED, vous verrez que vous avez quand même une baisse substantielle de la consommation. Réalisé principalement de nuit pour éviter d'ailleurs les perturbations sur l'exploitation de jour, les travaux renforcent la fiabilité opérationnelle d'une plateforme qui est très dépendante de sa seule piste. Donc il faut qu'elle soit opérationnelle un maximum de temps. Et c'est un investissement discret pour les passagers, mais stratégique pour l'exploitation aéroportuaire et le maintien évidemment de la sécurité. Voilà pour la première petite news. Oui, Nico. T'as oublié. Oui, non, je pense que tu as oublié quelque chose, c'est que ça fait joli aussi. Oui, mais les du autres bleu, aussi. Du vert, du blanc, du rouge. Oui. C'est joli. D'ailleurs, les lumières sont un petit peu plus pétantes en LED qu'en lampe à incandescence, c'est vrai. Voilà. Elles sont plus colorées. C'est ton côté poète, ça, Nico. Voilà. Reviens. On enchaîne et on va parler de la Flying Mouse. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en quelques jours, la compagnie aérienne Scandinavian Airlines a connu 2 incidents inhabituels sur Airbus A320 Neo. Tout d'abord, le premier incident, c'était lors d'un vol Stockholm-Malaga qui a fait demi-tour. Alors, il y avait déjà eu une petite anecdote comme ça il y a quelques temps, on en avait parlé. Ils ont découvert une souris en cabine. Et comme crainte qu'elle n'endommage les câbles ou équipements, puisque les petits rongeurs aiment bien grignoter un petit peu tout ce qui se trouve, ils ont choisi en tout cas de faire demi-tour et de rentrer. Puis, en Norvège... Bien sûr, ça s'appelle des gremlins. Des gremlins. Ouais. Des gremlins gris, les petites souris. Et puis en Norvège, c'est un autre appareil, toujours pareil, de Scandinavian Airlines, qui a dû se dérouter en urgence vers Trondheim après la surchauffe d'une batterie externe qui a provoqué de la fumée à bord. Aucun blessé, évidemment, n'est à déplorer, mais les éléments rappellent toujours que la sécurité aérienne dépend autant d'ailleurs de la gestion d'imprévus, que ce soit des objets personnels, des téléphones, des tablettes, des ordis, des animaux, que de la fiabilité technique des avions. Donc, faites attention quand vous avez des animaux, même des tablettes, pensez qu'il peut y avoir un emballement thermique de batterie et qu'à partir de là, il faut pouvoir isoler cette batterie parce qu'on ne peut pas l'éteindre. À partir du moment où elle prend feu, elle prend feu. Donc, il y a des consignes assez strictes qui sont données maintenant aux compagnies, au personnel de cabine, qui sont censés vous donner, vous mettre à disposition des sortes d'étuis. Et puis, il y a un protocole bien précis à respecter en cas d'emballement thermique de batterie pour garantir la sécurité de tous. Il faut y penser. Donc, si vous voyez votre téléphone qui gonfle, l'emmenez pas avec vous dans l'avion parce que ça risque de mal se terminer. Bien, on continue, on enchaîne même. On va parler de drôles de friandises. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est une nouvelle un petit peu saugrenue qui s'est passée sur un vol de Jet2.com qui reliait Antalya à Manchester et il a été dérouté vers Bruxelles Airport après... non, je dis une bêtise. Non, je saute de trucs. C'est 3 membres d'équipage, je n'étais pas sur la bonne. C'est 3 membres d'équipage de British Airways qui ont été hospitalisés à Los Angeles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu quelqu'un, un passager, qui a eu la bonne idée de leur donner des bonbons. Jusque-là, tout va bien. Sauf que c'était des bonbons au cannabis. Donc là, ça va beaucoup moins bien. Heureusement, c'était à l'issue d'un vol transatlantique depuis London Heathrow jusqu'à Los Angeles. Et il s'avère que ces friandises qui étaient très fortement dosées en THC
n'ont pas été mangés en cabine, heureusement, mais plus tard, ce qui d'ailleurs a provoqué panique et désorientation des personnes qui les ont consommés. Bon, alors aucun incident n'a affecté le vol et les passagers. Il y a un équipage de remplacement qui était prévu, qui a assuré le retour de l'avion, et la compagnie a quand même ouvert une enquête pour identifier l'auteur du cadeau, qui rappelle d'ailleurs que les stupéfiants sont interdits à bord des avions dans l'aviation civile, malgré toutefois leur légalisation locale dans certains pays. Donc faites attention, c'est pas parce qu'on en vend dans des pays que vous pouvez les emmener en avion, ça peut même vous coûter très cher. Et si en plus vous filez ça à l'équipage qui fait pas attention et qui les consomme, vous imaginez ce que ça peut engendrer derrière. Donc à chaque fois qu'on fait une petite actu, il y a une petite notion de sécurité des vols et il faut y penser. Oui, Nico. Si je peux me permettre, là, c'est quand même une faute de l'équipage. Hein. Ils n'avaient pas accepté. Alors, ils les ont mangés après, quand même. Hein. D'accord. Après, est-ce qu'ils savaient à quoi c'était ou pas? Visiblement, non. Ouais, ils ne devaient pas savoir. À mon avis, ils ne devaient pas savoir. Des bonbons au cannabis, on sait très bien que les personnels navigants sont liés à leur classe médicale. Leur classe médicale, elle est quand même très contraignante et c'est le genre de choses auxquelles il ne faut pas s'amuser. Surtout qu'il y a des dépistages aujourd'hui. Je voulais revenir que le commandant de bord et le copilote, en fait, ils ont 2 plats différents. Oui. Quand ils mangent, en fait. Donc, voilà. Donc, il faut qu'ils respectent ce qui est donné par la compagnie, en fait. Donc, voilà. Oui, mais là, donc, c'était de bon cœur. Bah oui. On te file une dragée, tu la manges pas, la dragée? Si Non. tu sais pas et que tu fais confiance à la personne. Ça dépend l'âge du gamin. Ah, voilà. Si c'est un gamin de 45 ans, non, je lui prends pas sa dragée, non. Tu lui mets une dragée. Voilà. Ah ok, d'accord. Donc voilà, méfiance quoi. Il faut méfiance. On salue Vince qui vient d'arriver. Bonsoir à toi. Merci d'être là. On continue avec le petit spoil que j'ai commencé de vous faire juste avant. Surtout les dragées Fuka. Alors ça non, c'est pareil, c'est pas une bonne blague. Peut-être que vous, ça peut vous faire rire, mais à mon avis, en cabine, ça risque de pas rigoler. Moi, c'est moins dangereux, je trouve. Ah, je sais pas, hein, parce que si tout le monde en mange, je sais pas comment ça se termine cette histoire. Bizarre. Hein. La news suivante, en fait, ça va concerner un vol de jet2.com qui reliait donc Antalya à Manchester, je le disais, et qui a été dérouté vers Bruxelles Airport après une violente bagarre entre passagers à bord d'un Boeing 737-800. Il y a eu des vidéos qui ont été publiées, il y en a sur X d'ailleurs, de personnes qui, évidemment, ont filmé, comme d'habitude, l'incident. Et vous verrez que c'était quand même assez violent, puisque l'altercation, qui est partie d'ailleurs de propos racistes, selon ce qui est remonté, a dégénéré en affrontement physique dans l'allée centrale, sous les yeux des autres voyageurs. Voilà. Ils se sont tapés dessus de manière assez engagée. Et à l'atterrissage, la police belge est venue interpeller 2 hommes, et ensuite les a remis aux autorités locales. La compagnie n'est pas restée les bras croisés puisqu'elle a dit de manière claire, ferme et définitive qu'elle bannirait ces 2 passagers à vie. Et en plus, elle réclame des coûts de déroutement alors que l'avion, lui, a poursuivi sa route avec plusieurs heures de retard. Donc, il n'est pas non plus bon de se taper dessus dans un avion. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. C'est pas le moment non plus, donc faites attention à ça parce que c'est vrai que les cas sont quand même, espacés. Il n'y en a pas non plus peut-être tous les jours, en tout cas pas de cette gravité-là, mais ce que ça peut entraîner derrière, ça peut coûter aussi très cher. Donc méfiance, souvent la parole vaut mieux que d'aller friter la tête du voisin à côté. Et puis dans tous les cas, vous avez aussi du personnel qui est là pour maintenir, on va dire, une sécurité, une sûreté dans l'avion, notamment le commandant de bord qui, je le rappelle, sur certains vols, sur des vols qui partent d'un pays et qui arrivent dans un autre, le commandant de bord, il a le droit de police à l'intérieur de son avion. C'est comme ça. Et c'est clairement délimité, donc il fait ce qu'il veut. Il veut vous débarquer, il vous débarque. Hein. C'est son choix. Voilà, on termine par la dernière petite actu. On va remonter en 1947, un 18 février 1947 dans l'histoire, puisque c'est le commandant Charles Le Chevalier qui va décoller de New York pour Paris à bord d'un fameux avion, le fameux Lockheed Constellation d'Air France, qui était baptisé Gascogne.
La traversée tourne au cauchemar, c'est pour ça qu'elle est mémorable, puisqu'il y a des incendies répétés sur 2 moteurs, sachant qu'il en a 4. Hein. Défaillance des volets, défaillance du train d'atterrissage, et même les freins vont obliger l'équipage à interrompre le vol. Donc, c'était pas une bonne journée pour eux. Hein. L'appareil se pose finalement en urgence à Casablanca avec 6 passagers, plusieurs tonnes de fret, dont des documents qui sont liés aux accords d'après-guerre. Et malgré l'ampleur des pannes, et ça on peut le souligner, l'atterrissage se déroule absolument sans victimes, évitant de peu une catastrophe transatlantique. Ça existait déjà à l'époque et ils ont gardé leur sang-froid et ils ont réussi à gérer. Donc coup de chapeau à eux, c'était le 18 février 1947. Voilà, je pense qu'on a terminé les petites news pour ce soir. Nico, quelque chose à rajouter ? Bah, c'était notre aviation, quoi. C'était une aviation, j'allais Alors, dire d'homme, quoi. Ils n'avaient pas toutes Quand les je dis assistances d'homme, qu'on a c'est pas- aujourd'hui à l'époque. Hein. Voilà, quand je dis d'homme, ça n'a rien à voir avec le sexisme, hein, réservé qu'aux hommes, hein, je veux dire. Voilà. C'est d'homme par rapport aux hommes d'aujourd'hui, je veux dire. Voilà. Ok. Écoutez vos réactions. Hein. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les poster dans le chat sur les différentes news qu'on vous a présentées. Et puis, tout de suite, on va enchaîner sur la séquence du jour. La séquence du jour, c'est de discuter avec une jeune pilote qui a été formée il n'y a pas très longtemps. Et puis, on va revenir sur les origines de sa passion. Vous savez, c'est souvent ce qu'on aime faire dans l'émission. On croise quelqu'un, on discute avec lui ou avec elle de son profil, de sa passion, et puis on essaie de comprendre un petit peu le cheminement qui l'a emmené là, et surtout vous montrer que tout est possible dès lors qu'on y croit et qu'on s'en donne les moyens. Donc, on est parti. Tout de suite, c'est la séquence Un visage dans les nuages. On va retrouver Margot Litchi qui est avec nous. Et c'est tout de suite, séquence Un visage dans les nuages. Un visage dans les nuages. Les rencontres de la zone aéro. Et j'espère que ça va marcher. Normalement, elle devra apparaître. Alors, le cadre est noir. Mais je pense qu'elle devrait arriver sous peu, puisque tout à l'heure, ça fonctionnait. Alors, attendez, hop, je vérifie qu'elle est là. Oui, en fait, elle est connectée, mais on ne la voit pas encore. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser ici en attendant. Voilà. Ah oui, non, ça a déconnecté. Je pense qu'elle a dû avoir une coupure. Attendez, elle vient de m'écrire. Hop, je ne te vois plus. Ok, d'accord. Hop. Je vais lui dire... Ah, voilà, c'est bon. Tac. Ok, donc elle a dû revenir. Attendez, hop, on va switcher. Oui. Voilà. Est-ce que c'est bon, vous Elle est m'entendez? là. Là, on t'entend. Voilà, c'est On bon, la elle est là, voit. elle est revenue. Donc ça a coupé Ah, juste super, au moment de la super. séquence. Voilà. Bonsoir On est Margot. parti faire un looping. Bonsoir Sébastien, bonsoir Nicolas. On est ravis de Bonsoir. t'avoir. Et il y a le chat qui te salue. Tu vois, il y a Free Flight qui dit bonsoir. Il y a Lolo Radar qui dit bonsoir. Philémon. Ils sont tous très polis, c'est bien. Bonsoir Euh, à tous. Merci de nous avoir rejoints avec. Alors, il y a Pilot Baptiste aussi qui vient d'arriver. Coucou. Bonsoir Margot. Alors, ils sont tous en train de te saluer. C'est bien. Ils sont très polis. Donc, Margot, tu nous as rejoint ce soir pour nous parler un petit peu de ton parcours. Et avant de parler de ce parcours, je te propose de faire comme ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire incruster un petit timer qui est sur le côté. En 1 minute, tu te présentes. Et puis après, Nico et moi, et le chat, bien sûr, on rentre dans le vif du sujet. Et puis, on discute un petit peu de ta passion de l'aviation. OK ? C'est parti, ça marche. Allez, le chrono se lance tout de suite. C'est parti. Bah, moi, c'est Margot, enchantée, passionnée d'aéronautique depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours été fascinée par l'aviation, que ce soit l'aviation même de collection, particulièrement, j'avais des photos, des posters d'avions quand j'étais enfant. Et donc, dès l'âge de 12 ans, j'ai poussé les premières portes de mon aéroclub. J'ai commencé par le planeur. Donc, une passion folle pour l'aéronautique. Ensuite, j'ai enchaîné, je dirais, de manière assez standard, brevet d'initiation à l'aéronautique. Et ensuite, lâcher planeur
là je suis en planeur, là je suis en avion, PPL, et après une formation privée. Et puis je me suis spécialisée particulièrement dans ce que j'aimais, c'est-à-dire la voltige et les avions de collection, où j'ai eu cette chance de pouvoir voilà, monter les échelons petit à petit, pouvoir travailler là-dessus et pour ensuite, je l'espère, être bientôt en ligne. Et puis voilà, globalement, une passion pour l'aéronautique et principalement avions de collection et voltige. Ok, donc en ne laissant pas de côté la partie aviation légère. Complètement. Je suis issue des formations Aéroclub. Donc, ça m'a beaucoup stimulée durant toute ma formation, dans chaque étape. Donc, très attachée aux aéroclubs depuis très jeune. Donc, Le mode important pour moi. associatif. Ouais, C'est carrément, ça. le mode associatif, par le planeur, l'avion, tous les bénévoles. Enfin, ensuite, par mon parcours, j'ai pu voir aussi comment ça fonctionnait des fois dans d'autres pays. Et cette chance qu'on a des fois d'avoir des instructeurs bénévoles qui donnent de leur temps, qui sont pas rémunérés et qui prennent complètement sur leur week-end et sur leur journée pour passer du temps, former des jeunes. J'ai trouvé ça assez exceptionnel. Ok. Bah, écoutez les amis, vous avez vu, présentation impeccable de Margot. Je vous rappelle, vous avez les questions qui sont ouvertes dans le chat, vous commencez de les poser, il n'y a pas de problème, on les met de côté. N'hésitez pas, on est là pour discuter, échanger tous ensemble et le chat a son mot à dire. Nico, je te laisse ouvrir le bal pour les premières questions. Ouais, bah oui, bah je reviens sur l'origine. En fait, c'est ça que j'aime bien en fait chez les pilotes, savoir d'où ça vient. Ouais, donc tu disais que c'était depuis toute petite en fait que tu aimais l'aviation. Tu te souviens de l'étincelle ou ta première image, ton premier souvenir, non? Ouais, je pense que déjà, c'est le fait géographiquement, mais quand j'habitais chez mes parents, j'habitais en région parisienne, donc du côté de la Ferté-Alais, entre Melun-Villaroche, etc. Donc, on va dire qu'il y avait des terrains importants, on va dire proches de chez moi. Et donc, au moment du meeting de la Pentecôte où moi j'y allais, et même durant toute l'année, des fois, on voyait les avions passer au-dessus de chez mes parents. Et ensuite, j'ai eu cette chance de pouvoir voyager très jeune et de manière assez prononcée, je dirais. Donc, de prendre le 47, le 777, on faisait des visites de poste avec mon frère. Donc, on a eu cette chance-là d'avoir un accès au cockpit. Et d'avoir également une éducation un petit peu où notre père voilà, était dans l'aérien. Donc ça nous a mis on a T'avais eu cette quel âge chance de là à peu pouvoir près? voir. Je pense que quand on commençait déjà à voyager, des fois être dans le poste, on avait entre 6, 7, 8 ans. Ah ouais. Et après, je pense qu'il y a eu cette étincelle. C'était sur un vol quand j'avais 12 ans. Et là, je me suis dit, mais je veux faire ça de ma vie, il n'y aura pas d'autre chose. Et donc, ça a conduit mes choix, on va dire, dans cette direction. Où ensuite, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre à piloter, mais on savait pas trop par où commencer. Et puis, on s'était renseigné sur le planeur, qui était une alternative qui permettait de commencer plus tôt, de pouvoir découvrir également quelque chose de génial, une ambiance où voilà, on participe toute la journée, c'est associatif, et c'est une autre façon de voler, voilà, sans moteur, une certaine finesse. Et on me l'avait toujours vendu par des profils assez différents, même des gens qui font de la chasse, des gens qui étaient pilotes de ligne, par différents profils. Et donc, c'est comme ça qu'à 12 ans, j'ai poussé vraiment les portes de mon premier aéroclub, qui était un aéroclub de vol à voile. Et donc, premier vol à 12 ans, et puis ensuite une formation, je dirais, assez standard pour être lâché à 14 ans, quoi. Alors, Donc avant c'était 12 ans, lesquels tu faisais aéroclubs? comment pour... Ah. Comment? C'était où? C'était quel aéroclub? Je volais à Moret et Pisby, donc pas très loin de Fontainebleau, à 15-20 minutes. D'accord. Donc voilà. Ok. Ouais, donc tu disais pour vivre ta passion là, donc avant de t'asseoir dans un cockpit, on va dire du planeur du coup, tu vivais comment ta passion là? Tu disais que tu t'accrochais des posters, mais c'était des posters de quoi? D'avions de ligne, d'avions de chasse Il y modernes, a anciens? un peu des deux. Surtout, je dirais même, moi, j'étais fascinée parce que moi, par exemple, le Corsair, j'adorais comme avion, je trouvais ça fascinant. Donc, au début, quand j'étais plus jeune, on sait pas trop, on n'est pas forcément dans les détails, on va dire, de l'avion lui-même, mais je pense que ça me passionnait vraiment cette complexité même, ou de pas tout comprendre. Et ensuite, je regardais beaucoup de vidéos sur Internet, tous les avions, vouloir comprendre. Ensuite, pour le fonctionnement de la ligne, toutes les destinations qui étaient possibles. Ensuite, de voir comment fonctionnait, on va dire, tout ce qui était même autour de l'aéroport, c'est-à-dire autour d'un départ d'avion. Quand on se rend compte, par exemple, pour qu'un avion de ligne puisse partir à l'heure, bah voilà, il y a des dispatchers qui vont préparer le vol. Ensuite, les pilotes font telle chose, les PNC font telle chose, les agents au sol, les RZA, etc. Et donc, bien sûr, tout ça, c'est venu avec le temps. Quand on a 12 ans, on comprend pas tout. Mais j'avais déjà cette passion, en fait, que ça fonctionnait comme un peu un chef d'orchestre. Et on va dire que tout le monde savait parfaitement quoi faire pour que l'avion puisse partir. Mais non, j'avais déjà des posters, des petites maquettes, etc. Donc, et une passion folle, en tout cas, pour vouloir découvrir, apprendre. Par le biais d'Internet, il y avait déjà pas mal de choses. Donc, ça m'a permis d'avoir des petites connaissances déjà pour passer mon BIA et ensuite me diriger vers le théorique, tout simplement, quoi.
Ah bah, Seb, si Margot elle aime bien les corsaires, on peut lui conseiller de regarder les têtes brûlées. Ah bah oui. Je pense qu'on À est dans moins le que tu l'aies thème là. déjà vu. Je pense que je l'ai déjà vu plusieurs fois, ouais. Ouais, voilà, vous êtes potes, hein, parce que Nico, c'est un fan de Corsair aussi. Il y a Free Flight qui dit un Corsair, un avion aux ailes tordues. Oui, c'est vrai. Ok, donc, quelles études tu as suivies pour finalement arriver à là où t'en es aujourd'hui? Donc moi tout simplement j'ai fait une formation modulaire. Donc j'ai choisi de faire un ATPL et ensuite faire ma formation à l'étranger. Et une partie que j'ai fait en France, donc j'ai fait mon ATPL avec Mermoz, donc à Rungis, hein, sur site. Et cette année, elle a été particulièrement riche pour moi parce que j'ai pu partir en Afrique, de faire un rallye aérien et parce que tout de suite, quand je suis arrivée en ATPL, il y a eu cette passion, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui sont là pour les mêmes raisons que nous, c'est-à-dire pour l'aéronautique, pour cette passion de vouloir vraiment apprendre et en faire notre métier. Donc grâce à Mermoz et par différents autres partenaires, on a pu partir en Afrique avec mon binôme de promo, un très bon ami. Et donc, ça a été extrêmement formateur. Et ensuite, une formation modulaire pour pour la suite de ma carrière, c'est-à-dire un CPL, IRME, une MCC sur 37, où j'ai pu partir à l'étranger ensuite pour faire la suite de ma formation. Ok. Tu peux nous raconter un petit peu justement la genèse de ce projet de rallye en Afrique? Comment est-ce que ça s'organise? Parce que quand on est en école, on peut se dire qu'est-ce que je privilégie? Est-ce que ce rallye est un défi pédagogique en même temps? Il est vendu comme tel? Ou on se dit est-ce qu'on va pouvoir concilier quelque part l'avancée dans la formation et le rallye en plus qui va manger peut-être quelques semaines? C'est complètement bénéfique, c'est-à-dire que dans le sens où nous, on avait besoin d'heures, c'est dans le cadre également d'un mûrissement, c'est-à-dire que pendant la TPL, ensuite, j'allais directement rentrer en stage TPL. Donc, il nous manquait également des heures, donc c'était vraiment on perdait pas de temps. Et en même temps, on avait réussi à le caler sans perdre des cours, on avait pris l'avance, etc. Et ensuite, je pense qu'il y avait un intérêt même pédagogique, dans le sens où on a appris tellement de choses, on est parti sur 10 jours, et j'ai l'impression qu'on a fait, allez, une quarantaine d'heures de vol. On a tellement appris, on a dû passer notre FCL 055 un petit peu en précipité, on anticipait sur nos cours ATPL parce que en rentrant 2 semaines après, on passait nos derniers certifs afin de pouvoir le terminer. Donc je pense que, et puis même en termes de sponsors, où tout a été entièrement financé par des sponsors, c'était vraiment une volonté de notre part. Et ça a été un projet assez riche parce que c'était voilà, les 80 ans du Petit Prince. Donc on était vraiment sur euh, tout ce qui était les raids d'ATCOR, toutes les missions comme on avait avec Antoine de Saint-Exupéry, qui était chef d'aéroplace tout simplement à Tarfaya Kadjubi, qui était la destination finale de notre voyage. Tout avait un sens, je dirais, extrêmement pédagogique, mais à la fois également historique. On a pu vraiment revivre un petit peu l'histoire. Bien sûr, dans notre cas, c'était un avion moderne, on avait tous les équipements, les cartes, les GPS, etc. Mais on a vraiment pu se mettre en immersion des différents terrains à travers l'Espagne, le Maroc, subir voilà, par exemple, un déroutement, des conditions météo, et comprendre également comment ça peut fonctionner dans d'autres pays. Par exemple, où nous, on a cette chance en France d'être extrêmement bien documenté, par exemple pour des cartes VAC, et voir comment ça fonctionne dans d'autres pays, les règles, les plans de vol, etc. Donc, une expérience très riche durant une année d'ATPL, puis qui renforce aussi, je dirais, des liens humains. Alors, on verra tout à l'heure, tu nous as envoyé quelques photos. On passera les photos, on voit le trajet, hein, lequel vous êtes passé. Ouais. On pourra en reparler et recommenter. D'ailleurs, si le chat a des questions là-dessus, vous pourrez les poser. On profite pour saluer Enzo Lamerguez 320 qui est arrivé, Frost 1110 également. Bonsoir, merci d'être présent. Posez vos questions à Margot, elle est là. Vous voyez, on est rentré dans le vif du sujet déjà. Alors, moi, je parlais aussi en... Ouais, vas-y Nico. Ouais, non, j'avais une petite question. Quand vous êtes là-bas, vous dormez dans le même hôtel que Saint-Exupéry ou Mermoz à l'époque? Il existe Alors, encore, je crois. Alors, quand on a dormi, je crois, c'était à Casablanca. Donc non, là, on n'a pas dormi dans des hôtels où ils Ouais. n'ont pas dormi. C'était franchement, pour être honnête, c'était des hôtels haut de gamme, enfin, vraiment très bien. Et ensuite, par contre, on a mangé où Antoine de Saint-Exupéry allait souvent. Je crois que ça s'appelait le Petit Pousset, de mémoire. Et après, quand on a dormi, par contre, à Tarfaya Cap Juby. Donc en fait, tout simplement, je crois que c'est le roi du Maroc qui autorise 2 fois dans l'année que les avions puissent se poser. Et après, ils ont branché un groupe électrogène, on dort dans des tentes, enfin, c'est exceptionnel, à la belle étoile dehors. Donc là, vraiment, on était à l'endroit où il y avait l'ancienne forteresse, on va dire, de Tarfaya Kapjubi. C'est un petit village qui est pas très grand, qu'on a pu visiter avec une école où les enfants nous ont accueillis. Nous, on a ramené du courrier, enfin, on a fait vraiment, je dirais, un échange où on a voulu que ça soit vraiment le plus universel possible et également apporter un petit peu
voilà, de notre aide si on le pouvait, de notre culture, mais aussi s'intéresser de comment ça fonctionnait aujourd'hui et se renseigner également de comment Saint-Exupéry, voilà, ça se passait à son époque. Et surtout, c'est un lieu assez emblématique parce qu'il a eu vraiment l'inspiration pour Le Petit Prince qu'il a ensuite rédigé à New York, mais il l'a eu à Tarfaya Cap Juby. Donc je dirais que c'est un terrain plein d'histoire. C'est une piste voilà, qui est dans le sable avec des cailloux. Même les enfants, avant qu'on arrive, enlèvent les cailloux pour que les avions puissent se poser. C'est vraiment assez exceptionnel. Mais donc là, vraiment, on a dormi, je dirais, en plein désert où Saint-Ex était. Incroyable. Parce que là, je regarde sur Google Earth, là, je vois pas de piste à côté de Cap Juby, là. Bah alors c'est une piste, Donc, c'est comme je vrai. te disais, c'est une piste qui est ouverte vraiment que pour le rallye quand ils y vont. Donc il y a moi j'ai fait le Tarfaya Cap Juby avec mon collègue, et ensuite il y a un deuxième rallye qui va jusqu'à à Dakar au Sénégal, et donc il passe par Tarfaya également. Mais c'est uniquement dans ce cadre d'occasion que cette piste est mise à disposition, et certains avions ne peuvent pas se poser, comme lors de notre rallye, il y avait un DA42, il n'a pas pu s'y poser. Donc c'est assez limitatif, souvent beaucoup de vent de travers aussi, puis la piste, ouais, il y a des cailloux, etc. Mais ça le fait très bien, elle est quand même nettoyée avant qu'on arrive, si on peut dire ça, quoi. Ça y est, j'ai trouvé, c'est marqué aéroport historique. Ah, Ah c'est oui, plus c'est ça. historique, ouais. C'est juste au bord de la mer. C'est ça. Frost 110 qui Ah, c'est dit sympa, on peut poser tout type de questions aéronautiques aux spécialisés voltige. Et tu poses à Margot toutes les questions que tu veux. Il n'y a aucun problème. Ok, donc on a parlé du rallye, on a parlé un petit peu de la TPL. Est-ce que tu peux nous donner un témoignage sur peut-être, j'allais dire, les difficultés ou pas, ou les bonheurs que tu as pu rencontrer au fur et à mesure de ta formation, que ce soit depuis le début, avec, je sais pas, moi, pourquoi pas le premier vol planeur, le premier vol moteur, ton lâcher solo, et puis au fur et à mesure des différentes formations que tu as pu suivre, jusqu'à l'obtention de la TPL, l'IRME, la MCC, etc. Non, chaque étape a vraiment été un bonheur. J'ai jamais reçu, par exemple, la moindre, je dirais, difficulté, contrainte, etc. Parce que j'ai trouvé vraiment une certaine singularité, je dirais, dans chaque étape. Par exemple, l'UPRT, bon, moi j'ai adoré. L'IFR, je le redoutais un petit peu, par exemple, parce que c'était un petit peu moins mon monde. Moi, je faisais beaucoup de VFR. Ensuite, j'ai développé un petit peu dans le sens où, en volant sur des avions de collection, etc. Donc, moi, j'avais pas l'habitude du G1000, des choses comme ça. Mais j'ai vraiment adoré parce que j'ai découvert un autre monde, le fait de traverser la couche, par exemple, à 200 pieds, de faire un ILS où on va voir waouh, la piste au dernier moment, des conditions un peu difficiles, où j'ai fait des halls, par exemple, il y avait 50 nœuds, Ouais. ou des choses assez drôles, je dirais. Et c'était un peu moins mon monde, mais j'ai adoré parce que l'environnement était vraiment propice. Et surtout, il y avait une qualité dans l'instruction qui était vraiment exceptionnelle, avec un cadre qui était enfin, vraiment assez spécial. Et après, chaque étape était vraiment hyper intéressante dans le sens où, par exemple, pendant la MCC, on découvre vraiment le travail à deux. On est sur un 37, donc on se dit qu'on se rapproche vraiment de la ligne et de l'objectif qu'on a depuis très jeune. Donc c'est aussi un grand moment. Le CPL, on fait, bah moi j'adorais, c'était de la mania. Il y avait des pannes moteurs, des encadrements. Enfin, c'était vraiment très chouette. Et également, on se spécialisait, enfin, on se renforçait en navigation, en étant plus précis, en vraiment en mettant des bien plus professionnel, on va dire. Et puis après, le premier vol, par exemple, pour revenir au planeur, bah, c'est vrai qu'on réalise pas bien. Quand j'avais 14 ans, des fois, on peut se comparer avec les autres où moi, enfin, je sais pas, ils faisaient du sport, moi, j'allais faire du planeur et puis j'allais partir seule le week-end. Enfin, c'était quand même un rythme un peu différent, mais je trouvais ça exceptionnel et surtout, bah, c'est possible. Moi, quand je suis arrivée à l'Aéroclub, il devait y avoir deux autres filles. On n'était pas nombreuses et je crois qu'il y a de plus en plus de filles qui arrivent ensuite. Hum. Donc ça m'a fait très plaisir de voir que bah voilà, ça se démocratisait, de rendre ça aussi accessible parce que c'est le cas, parce que il y a des instructeurs qui sont passionnés, qui donnent de leur temps, que ce soit pour la théorie, pour la pratique, et on peut faire ça en toute sécurité et apprendre ça aussi très jeune parce que on m'a toujours dit mais attends, c'est possible d'être lâché en planeur à 14 ans ou de commencer à voler à 12 ans. Bah oui, il n'y a pas de limite d'âge, à part pour les lâchers où voilà, c'est 14 ans en planeur et 16 en avion désormais, sous AVL. Mais c'est accessible et c'est franchement le message que j'ai un peu envie de transmettre, c'est de foncer parce que on peut y arriver et assez jeune et de réaliser des belles choses, quoi. Hum. Donc, toi, tu as dit que tu avais de la famille qui était déjà dans l'aérien. Il y a d'autres personnes qui ne le sont pas. Ça a été fédérateur, c'était important pour toi ou c'était quelque chose qui n'a pas influé directement dans la formation?
Je pense que ça n'a pas influé quoi que ce soit dans le sens où moi j'avais déjà, on va dire, mon schéma en tête, c'est-à-dire que très jeune, je m'en souviens, à partir de 12 ans, j'avais les brochures, je savais parfaitement où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais tenter, qu'est-ce que je voulais faire, ne pas faire, etc. Et je pense qu'on est tellement bien documenté aujourd'hui, dans le sens où on a accès à beaucoup de choses par Internet et c'est une chance énorme. Il y a des gens voilà, qui partagent leur passion sur les réseaux, qui donnent également des retours. Où moi, je me suis rendu compte que des fois, quand j'ai voulu aller en Irlande, il y a une énorme communauté de Français. Ou quand je suis arrivée, tout simplement, il y a une énorme entraide. Donc, je pense que ça change la donne. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se renseigner d'une manière assez poussée, de savoir pour les différentes écoles, les différents cursus, les différents concours, sélections. Et je pense que tout le monde maintenant est entre guillemets à part égale dans le sens où si quelqu'un est et passionné d'aéronautique, veut en faire son métier, veut commencer à piloter, entrer dans un aéroclub, je pense qu'avec les moyens d'aujourd'hui, on est complètement apte. Bien sûr que quand on a une personne qui travaille, ça peut toujours faciliter dans le sens certaines démarches, c'est-à-dire pour les renseignements mais je pense qu'aujourd'hui, on est complètement Hmm. apte à pouvoir le faire sans ça, quoi. Et d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que quand tu vois un petit peu le cursus modulaire qui est fait aujourd'hui, en passant par la filière aéroclub, ça amène aussi une expérience qui est plus conséquente, il y a plus d'heures à faire, donc on arrive avec des pilotes qui sont quelque part mieux formés, qui arrivent avec plus d'expérience que des pilotes qui commencent à Benicio sans rien du tout, ça c'est sûr. Ouais, puis un gain d'argent, je pense, qui est important aussi quand on voit le delta entre les deux. Et comme tu le dis si bien, je pense que les formations aéroclub, elles sont extrêmement enrichissantes dans le sens où on a des pilotes instructeurs passionnés, souvent des pilotes de ligne ou des pilotes de ligne à la retraite, ou même tout simplement des instructeurs qui sont passionnés d'aéronautique, qui donnent de leur temps. Et c'est une chance énorme parce que voilà, si on va par exemple aux US, un briefing au sol, allez, par exemple, c'est $20, ensuite l'instruction, c'est tant de dollars de l'heure. Alors que nous, on n'est pas du tout dans ce fonctionnement-là. Et c'est une chance énorme parce que ça veut dire que ça pousse vraiment l'élève à vouloir être de plus en plus curieux, pouvoir poser le maximum de questions et vraiment prendre l'expérience de l'autre. Et je trouve ça extrêmement enrichissant et on a cette chance en France, en tout cas, de pouvoir en bénéficier. Il y a également des aides, des bourses. Je sais que la FFA, par exemple, là, je pense à ça, mais pourquoi aussi on a voulu faire le rallye aérien en Afrique? C'est que j'avais pas pu faire le tour aérien des jeunes pilotes. Il Ah fallait oui, avoir 18 ans et moi, j'avais 17 ans, en fait. Et c'est-à-dire que c'était vraiment un critère, en n'ayant pas 18 ans, je ne pouvais pas le faire. Et donc, et mon ami n'avait pas également pu le faire. Donc on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va faire un autre projet. Et on n'aurait pas pu le refaire après le tour aérien parce qu'on allait avoir un pilote commercial, un CPL. Et donc quand on a un CPL, on ne peut pas faire le tour aérien des jeunes pilotes. Donc on ouais. s'est dit, c'est pas grave, on va partir en Afrique. On n'était pas tant parti que ça en Europe, etc. On n'avait pas beaucoup bougé. Et on s'est dit, bah, ça va nous sortir de notre zone de confort. On va pratiquer, enfin, on va parler anglais à la radio. On va découvrir d'autres terrains, d'autres gens, d'autres avions, etc. Ils se mettent également dans un rythme de rallye où il faut s'imaginer où on est 15 avions, c'est toute une organisation. Et puis il y a le côté historique qui nous vraiment nous tenait à cœur. Mais, euh, mais voilà un petit peu l'idée. D'accord, ok. Alors, on a tout un tas de questions qui arrivent là. J'en ai déjà mis 4 de côté. On va essayer de les panacher un petit peu. Alors, la première question, c'est Enzo qui la pose. Et qui demande, il dit, voilà, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà vécu une situation stressante en vol? Alors, ouais, je dirais oui. Oui, forcément, ça m'est déjà arrivé. Là, je pense à une fois que je devais faire ma visite médicale voilà, à Toulouse. Ah, Et, euh, on et a donc, tous j'avais connu pris un ça. avion de l'aéroclub. Ouais, on a tous vécu ça, ouais. Et donc, non, tout se passe très bien. Mon vol était annulé, mon vol pour partir tout simplement en avion de ligne. Et donc, je suis descendue en avion léger de l'aéroclub. Et il faisait grand beau pour y aller, aucun problème, tout se passe très bien, je passe ma visite. Et puis au moment de repartir, bah là, la météo s'annonçait bonne, mais était quand même un petit peu plus compliquée à certains endroits, mais était quand même voilà, complètement volable, dans de bonnes conditions. Et puis finalement, au moment d'arriver, par exemple, environ, je sais pas, 10 minutes avant mon terrain pour refaire du fuel, et bah là, la météo s'est complètement transformée, c'est-à-dire un peu une barrière de CB. En plus, on était dans le Massif central hein, à ce moment précis, donc il y a quand même des aptitudes de sécurité qui sont assez élevées. Ensuite, il y a du relief, des antennes et différentes choses. Donc à ce moment présent, je me suis dit, ah mince, là, et puis j'étais PPL. Bah, j'ai pas pris de risque tout simplement, mais c'est quand même une situation assez stressante. C'était que je me suis déroutée à Ussel. Donc pas grand monde connaît ce terrain parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'était un peu angoissant parce qu'en plus, j'avais pas de carburant sur place, mais j'en avais encore dans mon avion. J'avais bien calculé la chose, donc ça, c'était assez chouette. Mais par contre, c'était assez stressant parce que
même si j'avais tous les moyens à bord, j'avais mon GPS, j'avais un bord, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et bah franchement, c'est tellement arrivé rapidement, c'est-à-dire une sorte de petite barrière de CB, qu'on se rend compte à quel point on peut être désorienté alors qu'on a tous les éléments qui nous montrent l'inverse. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça va pas, c'est pas cohérent, etc. Et à un moment, c'est vraiment là où je pense ça a été une très belle leçon dans le sens où il faut se fier déjà à des choses simples dans ces moments précis, à revenir à des basiques, c'est-à-dire un top, un cap, et puis ensuite, voilà, diminuer au maximum la charge de travail. Mais voilà, ça a été une situation un peu stressante à gérer dans un temps un peu réduit, mais, euh, mais qui s'est très bien terminée. Un petit déroutement, une petite nuit ailleurs, et puis le lendemain, il faisait très beau, donc aucun problème, on n'est pas pressé. D'accord. Ah oui, bah écoute, c'est chouette, c'est une belle leçon. Alors, il y a quelque chose qui me frappe. Est-ce que je peux te demander ton âge? Je sais qu'on ne demande pas de l'âge aux filles normalement, mais voilà, on est entre nous. Ouais, j'ai 21 ans là. Eh ben, moi, je suis surpris d'avoir une maturité, une expérience, celle que tu racontes aujourd'hui, chez quelqu'un de 21 ans. Donc, déjà, moi, je te tire mon chapeau. Donc, bravo. C'est vrai que tu as une approche qui est tout à fait. On peut souligner la qualité de ton approche. Je sais pas ce que tu en penses, Nico, mais moi, ça me surprend. C'est pas tous les jours. Si, ouais, on dirait qu'il y a une expérience de 3000 heures de vol déjà derrière, là. Non, pas encore. Bientôt, on te le souhaite en tout cas. Bah, sans une certaine assurance, quoi, c'est bien. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bienvenue à Julie, Du bon 2 sens, 2B. le cap et la montre, effectivement, les bases. Très bien. Rien à redire. On continue les questions. Je rappelle que le chat, vous pouvez poser vos questions. On vous encourage même à poser vos questions. D'ailleurs, il y a Julie qui en a posé une. On va la mettre de côté tout de suite. Hop. Et on va y revenir. 21 ans et 15 ans d'expérience. Ouais, c'est ça, presque ça. C'est presque ça. Ussel au milieu de nulle part. Il y en a qui connaissent. Il y en a qui connaissent Ussel. Eh ben écoute, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Et ben ceux qui connaissent, bah en plus il y a un bel avion, il y a un Fouga Magister qui est sur le terrain. Donc quand je suis arrivée, je me suis dit, au moins il y a des beaux avions, il n'y avait pas grand-chose, mais au moins il y avait un bel avion. Et non, c'est vrai que c'est un peu au milieu de nulle part, mais un beau terrain. Ça va être la transition, ça, tout à l'heure. Allez, Frost qui pose cette question. Quel conseil à donner à ceux qui se lancent en école privée pour passer la TPL et sur quoi se focaliser en premier? Donc, ton expérience à ce sujet. Alors, quel conseil je pourrais donner pour ceux qui se lancent en école privée? Alors moi, je pense que la première chose, c'est déjà le choix de l'école. Il est très important. Avec ce qu'on entend, par exemple, ce qui s'est passé avec l'ESMA ou d'autres élèves avec Airways. Moi, j'ai des amis qui ont perdu beaucoup d'argent et ça a été très dur pour eux. Donc j'ai déjà une grande pensée pour toutes ces personnes qui ont vécu ça. Je sais que c'est pas un moment facile. Et donc, je pense dans un premier temps, ça serait le choix de l'école. Donc pour moi, c'est un choix assez primordial de choisir une structure qui te ressemble, une structure qui est également fiable, qui est également reconnue. Par exemple, moi, c'était la raison pour laquelle j'avais choisi Mermoz pour le théorique, c'est-à-dire que j'avais besoin d'une école reconnue et j'avais également besoin d'une école, c'est-à-dire qu'elle allait m'apporter un cadre, parce que pour moi, je me suis dit, à ce moment précis, pour le théorique, par exemple pour la TPL, tu vas apprendre ton métier et le métier pour lequel, par exemple, je vais exercer pendant 40 ans. Donc, j'avais pas cette envie de le faire chez moi, sur l'ordi, seul. Et puis, ça a été pour moi les 9 plus beaux mois de ma vie, honnêtement. C'est-à-dire que j'ai vraiment rencontré des personnes exceptionnelles, on a vécu le rallye. Puis même, on n'y a jamais eu cette sensation de travail dans le sens où, en fait, on ne faisait qu'apprendre des choses qui nous plaisaient. On apprenait notre futur métier. On a eu des professionnels en face de nous, par exemple un contrôleur aérien qui s'occupait de tout ce qui était réglementation. Ensuite, on a eu une personne qui s'occupait de la météo, tout ce qui était cellules et structures, le fonctionnement d'une turbine, d'un réacteur. Enfin, tout ça, c'était vraiment extrêmement enrichissant. Donc, j'aurais envie de te répondre, le choix de l'école. Prends quelque chose qui te ressemble. Ensuite, essaye de diagnostiquer si tu préfères, par exemple, être sur place, dans une salle de cours, être entouré, structuré par des instructeurs. Et ensuite, pour le travail, je pense qu'il va venir assez naturellement, dans le sens où il n'y a pas besoin, je pense, d'une charge de travail extrêmement élevée. Ça dépend de chacun. Mais c'est tellement passionnant, je pense que ça se fait assez naturellement pour tout le monde. Enfin, j'espère en tout cas. En Et tout moi, cas, je garde de très bons souvenirs. voilà, pour quelqu'un qui est passionné. Et Vince, en fait, Vince pose la question du coup et de la durée de formation. Comme dit Margot, ça dépend du temps. Ça dépend si tu choisis d'être en présentiel ou à distance. C'est pas les mêmes choses et c'est pas les mêmes tarifs.
C'est ça, il y en a, ouais, c'est pas du tout les mêmes tarifs et puis il y en a qui décident par exemple, moi je l'ai fait en 9 mois, c'est ce qu'ils proposaient, c'était le délai en général pour passer, tous les certifs. Après il y en a, ils peuvent le faire en plus ou en moins, ça dépend, c'est variable. Après, il faut bien se renseigner par exemple s'il y a en cas d'échec, en cas de je crois entre, chaque module, enfin faut pas passer plus de tant de mois. Il y a un temps également pour passer la TPL, je crois que c'est 24 mois si je dis pas de bêtises. Donc, il y a quand même des contraintes, mais franchement, il y a pas de raison de les atteindre, je dirais. Mais je pense, voilà, faut avoir un état d'esprit assez rigoureux, d'avoir cette envie de travailler, d'être structuré et pas uniquement se dire j'ai mon examen, je veux avoir les tampons, etc., de me dire que c'est bon. Je pense que c'est vraiment cette quête de chercher un apprentissage, de vouloir comprendre les choses, voilà, comprendre la météo, vraiment savoir l'analyser. Voilà pourquoi on nous apprend telle chose, pourquoi le phénomène il arrive. En mécanique, un petit peu pareil, même si c'est des principes un petit peu de base dans la TPL, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est, je pense, intéressant de vraiment vouloir comprendre le fonctionnement et ça va être une aide ensuite pour le CPL, pour l'IFR et après même pour les entretiens compagnie ou par exemple pour beaucoup de compagnies aériennes, il y a des tests ATPL. Donc en fait, tu remoulines tout ce que tu as appris avant et aussi le faire en anglais. Ça, je sais qu'il y a des fois, il y a certaines structures qui doivent encore le faire en français, je crois, mais moi je le conseille de le faire en anglais et même je pense que c'est pour moi obligatoire. Ok, bon, il y a pas mal de questions qui arrivent sur la formation. Il y a Jean, alors je vais poser les questions, on va les regrouper un petit peu. Il y a Jean qui rêve de Mermoz, toi que tu es passé chez Mermoz. Il demande si tu conseilles cette école ou pas, donc selon toi. Il y a Vince qui demande est-ce que tu as trouvé le plus dur, les maths, la charge de travail, est-ce que c'est la charge de boulot? Et il y a Enzo qui dit aussi, mais pourquoi tu n'as pas tenté, par exemple, des cadets Air France où la formation est gratuite? Alors, pour répondre un petit peu dans l'ordre de tes questions, ensuite, pour Mermoz, ouais, bah écoute, super structure. Moi, j'ai fait que la TPL, mais j'ai été extrêmement contente. Puis après, quand je suis partie pour le rallye en Afrique, c'est Mermoz qui m'avait mis à disposition un avion. Donc, et voilà, ils nous ont lâché dessus. Enfin, tout s'est vraiment très bien passé. J'ai vraiment trouvé une école qui était, en tout cas de ce que j'ai vu, pour ceux qui volaient à Mermoz, même extra d'une générosité, d'un temps, des structures qui sont vraiment très bien. Et pour la TPL, en tout cas sur site, c'était enfin vraiment c'était génial. C'était les 9 meilleurs mois de ma vie, je dirais. Même j'ai préféré mon ATPL que mon CPL parce que c'était vraiment super. Euh, ensuite, j'avais tenté les cadets, j'ai échoué au psy 1, donc c'est pour ça que j'ai pas continué l'aventure. Et ensuite j'ai continué, je dirais, dans tout ce qui était le cursus modulaire pour pouvoir continuer rapidement et ensuite avoir ma licence de pilote professionnel et pouvoir postuler en compagnie aérienne et voler rapidement. D'accord. Ok. Ouais, Vince, 9 mois, 100 000 euros, 80 000 euros, 100 000 euros, ça dépend des écoles, hein. C'est toujours pareil, ça Ouais, dépend des les packages. prix sont variables, hein. Ouais, les prix sont variables. Faut se dire aussi que, voilà, des fois partir à l'étranger, comme partir en Irlande, ça peut être un petit peu moins cher, même si, voilà, par exemple, l'hébergement, c'est souvent un peu compliqué, souvent plus cher. Mais il faut, je pense, permettre les plus et les moins de se dire, par exemple, partir à l'étranger, bah, on va booster vachement son anglais, on se met un petit peu en dehors de sa zone de confort, ou vraiment, même avec un bon niveau d'anglais, voilà, par exemple, il y a certaines choses qui n'étaient pas forcément faciles, des météos plus compliquées aussi. Et voir également quel cadre tu veux, par exemple, pour faire une école. Dans le sens où en Irlande, ce qui était fantastique, c'était ça volait du lundi au dimanche, 6h minuit. Donc c'est sûr que moi, en 5 semaines, j'ai fait un IRME. Et je pense d'une grande qualité parce qu'il y avait une qualité d'enseignement qui était superbe. Et puis même tout ce qui était les élèves, une entraide qui était présente. Ok. Et c'était quel avion, juste pour savoir un petit peu sur quoi tu as évolué pendant la J'ai fait formation? ouais, j'ai fait mon CPL moi sur TB20 et après l'IFR et multimoteur sur DA42. Donc ça m'a permis de faire un peu de Gemini. J'étais un peu aux antipodes, mais c'était bien. Il est bien, le Que des Gémil. beaux avions, hein. Faut savoir lui Que parler, des Ah c'est ouais, beaux tout. bah, avions, hein. faut savoir l'utiliser, mais quand tu sais bien l'utiliser, Ah c'est bah, vraiment très sympa, ouais. c'est un FMS d'avion de ligne, TB20, hein, quasiment, hein. Tu TB20, m'étonnes. DA42, voilà. La Voilà, base. école parfaite. Voilà, la base. Ouais, Nico, ça y est. Ah Jean bah qui le dit... TB20, c'est un beau petit avion, tu sais, c'est un beau petit Warbird en fait, hein. Oui. Il y a la patate quand même, il y a ce qu'il faut, bien maniable et tout, ouais, ouais. Est-ce que tu as trouvé un job en compagnie? J'ai entendu parler qu'on pouvait trouver un job en moins d'un an, nous dit Écoute, Jean. ça dépend de tout le monde. Moi, je suis un peu en cours de sélec encore, donc j'attends les réponses. Mais oui, il y en a qui trouvent déjà. Des fois, tu as des partenariats entre les écoles. Par exemple, je sais que quand j'étais en Irlande, ils avaient un partenariat avec Ryanair. Donc, il y avait des programmes Gateway, One.
et tout, je crois, quelque chose comme ça. Faut se renseigner un peu davantage. Moi, je l'avais pas fait. Il y Mais avait oui, cette certains trouvent question, des. d'ailleurs. Tu parles de Ryanair. Il y en a un qui t'a demandé si tu te verrais pilote chez Ryanair. Bah écoute, pour l'instant, j'attends une réponse là, de sélection, mais moi, j'ai juste cette envie de voler. Je suis passionnée d'aéronautique, donc complètement, moi, je suis prête à voler à n'importe quel endroit. Et en plus, ce 737, j'en ai fait durant ma MCC, c'était vraiment un avion fantastique, donc avec grand plaisir, ouais, je suis passionnée, donc à fond pour être dans un cockpit. Donc, Team Boeing. Alors. J'aime beaucoup l'Airbus aussi, et j'aime beaucoup l'Embraer. Ah oui, ok. Bon, elle aime tout. C'est ça. Ouais, mais j'adore le Boeing, non, c'est très vrai, c'est génial. J'ai fait le 37 pour la MCC, c'était très bon avion et c'est super. Alors, il y a Enzo qui pose une question qui est originale. Je crois que c'est la première fois même qu'on pose ce type de question. Comment allier passion de l'aéronautique et la religion? Il parle de l'islam. C'est vrai que c'est un sujet auquel on ne pense pas forcément. Est-ce que tu peux nous en dire déjà, Enzo, un petit peu plus? À quel propos, dans quel domaine, en fait, les deux seraient incompatibles? Est-ce que tu peux nous renseigner là-dessus? Et Margot, déjà, toi, est-ce que tu as eu un avis sur le sujet? Bah écoute, non, moi j'ai vu des personnes venant de divers horizons, je pense, durant la formation, donc tout est compatible. Moi je vois aucune incompatibilité à un quelconque endroit en tout cas. Et puis je pense que juste la motivation, c'est ce qui compte pour faire ce métier-là. Donc Aucun problème, hein. rien, ouais, aucun problème, tous les feux sont ouverts. Ok. Et puis, cette question de Julie qui demande comment est-ce que toi, en ce qui te concerne, tu as pu financer les heures de vol? Est-ce qu'il y a des petites combines qui peuvent exister? Tu parlais tout à l'heure du rallye, quelque part, c'est amené une expérience en plus. Mais est-ce qu'il y a d'autres techniques qui peuvent permettre de financer ça plus facilement? Ouais, complètement. Alors moi j'ai fait le rallye par exemple, donc ça nous a financé ouais, une quarantaine d'heures de vol à deux, donc environ une vingtaine chacun. Donc c'est un gros plus. Ensuite, bah, je sais que dans le tour aérien, je crois des jeunes pilotes, une partie où leur carburant est financé et souvent tous les jeunes trouvent des sponsors, donc presque soit le tour aérien leur coûte très peu, soit il est entièrement financé. Et je sais qu'ils font également environ 30 à 40 heures, enfin ça dépend du type d'avion et également d'où ils viennent. Mais je pense que si tu es éligible en tout cas pour faire ces différentes choses comme le tour aérien, après le rallye tu peux le faire à tout moment, je pense que c'est une grande chance et je te conseillerais de faire ça. Ensuite de se renseigner, il y a des bourses également, mais je pense que c'est des bonnes alternatives. C'est le tour aérien, c'est top et une belle expérience en tout cas. Et être entre jeunes, je pense que c'est très fédérateur de découvrir d'autres choses. Ils peuvent vous emmener des fois voler sur différents types d'avions, d'aller sur des bases aériennes, euh, différents profils. Enfin, je pense que c'est une bonne chose pour payer les heures de vol et prendre également une expérience personnelle et également vivre une expérience humaine. Tu parlais justement de base aérienne. Est-ce que le côté militaire, qui offre aussi des formations gratuites avec des carrières, c'est quelque chose qui t'aurait intéressé ou pas du tout? Alors moi non. Alors enfin, je dirais que bien sûr, c'est sûr, faire du Rafale, faire de l'Alpha Jet, tout ça est à la patrouille de France. C'est sûr que quand on voit ça, on se dit ah, j'adorerais, c'est génial, etc. Mais faut pas oublier, je dirais, tous les efforts et tout ce qu'on fait avant pour y en arriver là. Et moi, j'avais pas cette envie vraiment de rentrer dans l'armée, de m'engager parce que ça correspondait pas vraiment à, je pense, à qui j'étais et à mes aspirations tout simplement professionnelles. Où moi, j'avais cette envie d'être en ligne et vraiment être pilote de ligne. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour eux, mais moi c'est pas du tout le chemin que j'ai souhaité prendre. Donc moi ça m'a pas traversé l'esprit. Mais donc non, moi l'armée c'était pas fait pour moi. Mhm. Mais j'admire beaucoup en tout cas. Ok. Et j'aime beaucoup leur machine. Oui, bah qui n'aime pas leur machine? Surtout qu'en plus, tu parlais d'avion, le Fouga Magister, et vous avez vu la transition. Le Fouga Magister était un avion qui équipait la patrouille de France, qui équipait Cognac, à l'époque où les élèves pilotes faisaient leurs premières heures sur avion à réaction. Comment toi tu as découvert ce Fouga, puisqu'on le rappelle, pour les personnes qui arrivent, que tu es qualifié Fouga. Comment est-ce que tu as découvert cet avion qui est quand même assez original? Comment c'est arrivé? Bah, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que je passais beaucoup de temps sur les différents aérodromes et c'est arrivé un petit peu crescendo, c'est-à-dire que voilà, moi je passais du temps un petit peu à Melun, un petit peu à La Ferté, je passais un petit peu partout et puis j'ai commencé à me former tout simplement. Donc moi j'ai fait de la Walchi, j'ai fait du Cap 10, Mhm. ensuite j'ai fait du Boeing Stearman. Voilà, j'ai commencé à faire des avions anciens, encore plus anciens, des avions de collection, moteur en étoile, de voltige, etc. Puis après, j'ai accédé tout simplement à avoir cette opportunité de pouvoir faire du Fuga. Et donc, j'ai pu voilà, mettre
pour avoir pris toute cette, je dirais, cette expérience avant de pouvoir être apte à pouvoir voler sur Fuga. Et ensuite, j'ai commencé à faire la qualif. Et après, je l'ai passé tout simplement. C'était en novembre ou octobre 2025. Et alors, justement, comment est-ce qu'on trouve un formateur? Parce que sur des avions comme ça, il faut trouver des pilotes qui soient qualifiés, il faut qu'ils puissent te former, il faut qu'ils puissent te dispenser une formation qui est reconnue. Comment ça marche? Celle du réseau? Non, alors ça fonctionne, c'est qu'il y a des structures, bah voilà, une structure, voilà, qui a des fougas magistères tout simplement, qui font des shows en meeting aérien, qui exploitent des fougas magistères et qui ont également d'autres types d'avions. Et dans cette structure, bah voilà, ils ont des instructeurs et des anciens pilotes de chasse au sein de l'armée qui ont une expérience mais monstrueuse sur Fouga Magistère et sur d'autres avions. Et donc voilà, moi j'ai eu cette chance de pouvoir être formée aussi avec voilà, des personnes qui avaient une expérience très riche, très vaste. Voilà, par exemple, beaucoup de en T6, en Stearman, en Fouga, en Mirage 4, et puis même sur tellement de types d'avions, que ce soit en Mustang, en Skyraider. Enfin, c'était, je dirais, un panel assez gros. Puis en plus, certains après m'ont pu m'apporter une certaine expertise, même s'ils sont pas instructeurs, en me donnant des conseils, qui connaissaient très bien l'avion, qui étaient à la patrouille de France. Donc, non, il y a encore des formateurs, des gens qui sont instructeurs, qui ont une qualification sur Fouga, qui peuvent délivrer des qualifications. Et puis ensuite, mon test, moi, je l'ai passé Mon testeur était une personne de la DGAC, qui est Hmm. testeur en général sur les avions un petit peu de collection et un petit peu originaux, Philippe ou avions s'appelle, non? militaires. Ouais, c'est Philippe, ouais. Ok, Donc, ensuite, Philippe a pu me faire passer mon test et me délivrer la qualif sur Fouga. ok. Et t'as pu voler avec un certain Jack aussi? Parce que j'imagine que oui, à la patrouille tranchant. Ouais, j'ai pu voler avec Jack, ouais, On salue et d'ailleurs. entre autres, ouais. Exactement. Ok, bon, lui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, même des anciens de la patrouille de France sur Alpha Jet disaient à Jack, à l'époque sur Fouga, c'était quelque chose. Ouais, c'est vrai que Jack était à la PAF à l'époque du Fouga, donc ça c'est Ouais. quand même assez extra, ouais. Ouais. Jack les grandes moustaches, exactement. Je vois que tout le monde le connaît dans le chat. Cet avion mythique. Il y a Jean qui en revient pas. Il dit mais comment t'as pu faire tout ça? Bah oui, écoute, hein. Bah Euh, écoute, la passion conduit très loin. le joueur de corps de chasse, oui, c'est ça. C'est lui, c'est bien lui. Et donc finalement, tu te retrouves là. On parlait de la patrouille tranchant. Tu vas intégrer la patrouille ou pas du tout? Voilà, petit à petit, ouais. Faut se rendre compte que voilà, avoir une qualif, c'est très bien de pouvoir voler seul, prendre du plaisir, etc. Puis par la suite, emmener du monde, tout ça, bien sûr. Mais voilà, se former en tout cas et rentrer au sein de l'équipe, bah, c'est l'objectif. Après, ça prend du temps, faut en être conscient. C'est pour ça que on se rend compte, voilà, qu'à l'armée, par exemple, bon, ils prennent beaucoup de temps à les former, ce qui est normal parce qu'ils volent tellement proches les uns des autres. Et là, en même temps, il y a le film sur la patrouille de France qui est sorti, et j'ai hâte d'aller le voir, et qui expliquait on n'a pas le droit, il n'y a pas de marge d'erreur. C'est-à-dire que il faut avoir déjà une confiance énorme entre ses équipiers. Mais oui, petit à petit, je vais commencer à intégrer, je pense, intégrer l'équipe. Et puis, je vais m'entraîner au maximum. C'est pour ça qu'aussi, les autres types d'avions sont essentiels pour vraiment se renforcer d'une manière générale en tant que pilotage pur et acquérir vraiment cette précision. Parce que vraiment, je dirais que tout est une question vraiment de, comment dire, tous les avions sont essentiels pour en arriver au parcours. C'est pas que Hmm. faire du Fouga, non. C'est faire du Cabdi va beaucoup renforcer le fait de faire du Fouga, faire du Stearman va renforcer le fait de faire du Fouga. Et ensuite, au fil du temps, je vais connaître de mieux en mieux l'avion. Et moi, j'ai cet objectif, c'est pas uniquement de pouvoir voler dessus et de prendre du plaisir, c'est vraiment, je veux un jour acquérir cette compétence de connaître très très bien l'avion, comme ces instructeurs qui connaissent l'avion vraiment par cœur, et de pouvoir vraiment l'emmener dans ces domaines de vol qui sont exceptionnels. Ok. C'est combien d'avions qui évoluent en même temps et qui font quel type de figure? J'ai supprimé la question de Vince, voilà, parce qu'on a dit on n'irait pas forcément dans les détails des prix des heures de vol et ce genre de choses-là, c'est pas le sujet. L'idée, c'est surtout de comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à la qualification sur un avion comme ça, pour toi qui as 21 ans, et te retrouver aux commandes d'une machine pareille. C'était surtout ça l'idée. Donc, combien d'avions, comment ça évolue? Et puis moi, j'ai aussi une question, c'est comment est-ce que tu te formes à la patrouille serrée, parce que c'est quand même un peu le leitmotiv de la patrouille tranchant. Ouais, carrément. Déjà, la patrouille, c'est 5 avions. Voilà, majoritairement, cette année, ils ont fonctionné à 4 avions. Mais sinon,
C'est voilà, comment on se forme un peu à tout ça. Alors déjà, comme je pouvais le dire tout à l'heure, c'était vraiment de bien connaître l'avion. Donc ça, c'est un travail vraiment perso. Et ensuite, c'est par exemple aussi en profiter pour bien connaître l'avion. C'est des fois l'hiver quand il y a une visite ou passer du temps également avec les mécaniciens pour vraiment connaître son avion. Des fois quand il est un petit peu démonté, des choses comme ça. Je pense qu'il faut pousser un peu la réflexion un petit peu plus loin. Ensuite, pour la pratique, c'est sûr que c'est en pratiquant. Et ensuite, pour la patrouille serrée, ça va venir avec le temps. C'est des fois d'utiliser d'autres avions pour pouvoir faire de la patrouille, parce que voilà, utiliser un Fouga exclusivement, c'est un peu compliqué. Mais c'est le fait, des fois, lors de convoyages ou Hmm. voilà, quand on va sur un meeting, des choses comme ça, moi, en étant qualifiée, j'accompagne par exemple Pierre, qui est mon instructeur sur Fouga. Et c'est comme ça qu'on prend le coup de patte, c'est-à-dire pour voilà, que Pierre il est lié. Et voilà, par exemple, comment on réajuste, voilà, le nombre de tours, sortir des aérofreins, boum, pour s'enclencher parfaitement par rapport au leader. Ensuite, de prendre les bons réflexes en cas d'une figure qui peut être ratée, ou tout simplement voilà, de m'expliquer un peu tout ça au fur et à mesure. Donc, euh, donc ça s'apprend, je dirais, avec le temps, même si ça va prendre quand même beaucoup de temps Hmm. pour se former. Mais en tout cas, le processus, on va dire, est en route. Et puis j'ai hâte de la suite. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous partager rapidement ton premier vol, on va dire, en Fouga, celui qui t'a le plus marqué? C'est-à-dire que tu t'es mis aux commandes, tu t'es lancé, voilà, et tu t'es dit, ok, ça y est, maintenant je l'ai en main. Ouais, le jour de mon test, quand j'ai emmené Philippe, là, mon testeur, j'étais dans des bonnes conditions. On était en plein mois, c'était quand? C'était en octobre ou en novembre. Déjà, grand soleil, c'était un caboc, donc je me suis dit, mais j'avais plus que de la chance. Tous les feux étaient au vert, et puis, je sais pas, le vol tout s'est vraiment bien passé. J'ai vraiment pris du plaisir. J'avais cette impression également, que lui, il était content, il passait un bon moment aussi, parce que voilà, Philippe adore le Fouga Magistère. Et, et non, même de faire des différents exercices qu'il me proposait, de pouvoir faire des tours de piste, tout ça, je trouve ça hyper agréable en Fouga, donc de faire complètement un vol full mania. Donc non, moi je l'avais vraiment bien en main, j'avais cette impression, donc ça s'est super bien passé. Donc je dirais le vol de mon test Fouga, et j'en garde un très bon souvenir. Et puis après, c'est aussi un moment marquant parce qu'on se dit que là, c'est le début d'un autre step, même si c'est un step qui est marquant, mais après, on sait qu'il y a toute la suite qui reste à faire, la formation, ensuite d'intégrer différentes choses, etc. Mais c'est un moment important. D'accord. Euh, pour nous résumer un petit peu, le programme du test Fouga, c'est quoi exactement? Comment est-ce que ça se déroule? Tu as parlé des tours de piste, il y a d'autres choses, il y a de la gestion de panne, il y a ce genre de choses. Et on remercie Charlie MRN qui vient d'arriver. J'ai pris ta question, on en parle tout à l'heure. Alors, le programme d'un test Fouga, je crois que tu fais un peu de mania en secteur. Ensuite, tu reviens, donc ça doit être voilà, des virages, des 360 à 60 degrés d'inclinaison, des choses comme ça. Ensuite, par exemple, une petite panne électrique en route, par exemple. Donc voilà, une petite panne. Et ensuite, tu reviens sur ton terrain. Et là, si tu vas faire, par exemple, soit une panne de volet, et ensuite, par exemple, mince, la piste est occupée, allez, boum, il te coupe, enfin, il te réduit un réacteur. Donc là, tu simules une panne d'un réacteur. Donc soit le gauche ou soit le droit, ça change, on va dire, complètement le traitement de la panne. Et ensuite, et donc traitement de la panne, tu fais un touch and go comme ça. Et ensuite, je crois que tu repars, en général, une petite panne de volet. Enfin, le programme, entre guillemets, c'est un peu ça. C'est de la mania, des pannes, une bonne prise en main, un tour de piste standard également. Enfin, il y a tout un programme, en tout cas, où lui coche les cases ensuite de tous les exercices effectués. En fait, il faut se rappeler que le test de qualification sur Fouga, ça ne change rien le fait que ce soit en Fouga. Enfin, il y a un programme déposé pour le test, mais c'est exactement comme un test standard quand on passe un test CPL ou un test d'un autre avion PPL, où il y a des exercices, ils doivent avoir été faits, et puis ensuite ils sont validés, et puis voilà. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est un avion qui pardonne beaucoup? Il est facile à prendre en main? Tu t'es senti tout de suite en accord avec cet appareil? L'avion est extraordinaire, c'est-à-dire que les commandes de vol c'est d'une souplesse, l'avion va vraiment où on veut, il est maniable, et puis il y a quand même vraiment de la puissance, donc c'est un avion qui avance bien, mais qui est surtout, comme je disais, très très agréable à piloter. Donc tout de suite, je me suis sentie très bien avec. Juste ce qui m'avait impressionné, c'est il a les trains quand même assez larges, il est assez bas. Et surtout, le premier vol, c'est le bruit, c'est de se dire, waouh, c'est hyper bruyant par rapport à ce que j'avais connu avant. Hmm. Donc ça, au départ, je me suis dit pour bien s'entendre, et après, en fait, on s'entend très bien. Mais c'était assez impressionnant. Et ensuite, l'avion Fouga, je dirais que c'est des avions qui ont été très bien conçus. C'est-à-dire déjà en termes d'ergonomie dans l'avion, on est très bien installé, tout est très bien pensé.
Mais ensuite, je pense que l'avion, il est, enfin, j'ai envie de dire relativement simple. Et après, par contre, ce qui est plus compliqué, c'est de le maîtriser, bien sûr, voilà, en patrouille, en voltige, et aussi en cas de panne, par exemple. C'est sûr que tout peut se complexifier. Enfin, je dirais comme chaque avion d'une certaine manière, mais sinon, voilà, il approche relativement vite. Sinon, Hmm. mais rien de spécial. Mais l'avion est particulièrement agréable à piloter. C'est fantastique, quand même. Ouais, d'accord. Nico, petite réaction, parce que je vois que là, tu bois les paroles, hein. Mais oui, ça fait rêver, quoi. Mm. On aurait voulu avoir la même chance, quoi. Mais bon. Il y a Non, Enzo non, mais aussi, c'est hein. impressionnant. Il dit, j'ai commencé le Ah, mais ce planeur qui l'été est, dernier. C'est impressionnant. Est-ce que dans ta formation sur le Fouga, est-ce qu'on te donne déjà des notions de présentation en meeting ou... Non, au départ, on va vraiment se concentrer sur l'avion, en fait, je dirais déjà de l'utiliser dans un mode standard, de vraiment bien utiliser l'avion, et ensuite de pouvoir vraiment gérer chaque cas de figure où vraiment on va simuler. C'est comme quand on fait du CAP 10, maintenant on est vachement, par exemple, on simule le cas où on aurait besoin de faire une évacuation, vraiment les procédures, on se les rappelle. Donc je pense que c'est vachement important, mais on n'est pas du tout dans le cadre d'un meeting, on est vraiment dans le fait de vouloir utiliser sa machine dans un cadre en toute sécurité, avec enfin, des réglementations, des SOP, etc. Et non, mais on n'est pas du tout dans un premier temps dans le cas de meeting, c'est pas du tout ce qu'on va rechercher. C'est Hmm. juste on vole sur l'avion et puis après on remplit tout le programme pour vraiment avoir une connaissance, on va dire, assez importante, que ce soit en théorie ou et puis également en pratique. Est-ce que tu as un ordre d'idée de quand tu vas peut-être commencer les premières démos? Vous avez peut-être parlé au sein de l'équipe? Pour l'instant, non, je sais pas encore. Pour Non? l'instant, déjà cette année, je vais vachement en profiter pour pouvoir apprendre de mes, de mes coéquipiers là. Hmm. Donc ça va être une année intéressante pour moi de pouvoir vraiment voilà, prendre part à tout ça. Puis moi, ça me permettra de convoyer les avions un peu à droite à gauche. Et Et puis, faire mais du prendre backseat l'expérience, aussi en démo? bah ça, on verra comment ça se passe ouais, durant la saison, on va voir. Ouais. Ouais. Ok. Donc, Alors, il y a Jean qui dit, si tu trouves un job en ligne, est-ce que tu continueras à voler sur Fouga? Je pense que la réponse sont là. complètement, Ah complètement. ouais. Je continuerai, en fait, on parle du Fouga, mais il faut toujours se rappeler que je suis passionné d'aéronautique de manière générale. On me met dans un avion de voltige, on me met dans un planeur, on me met dans n'importe quel type d'avion, je suis d'aéronef. Je suis tellement heureuse parce que c'est vraiment ma passion. Donc, bien sûr que quand j'aurai mon travail en ligne, je continuerai à voler à côté. Et ça ne changera rien, tout ça. Et au contraire, j'espère être aussi présente, voire plus, quoi. Il y a Vince qui pose cette question. Donc, il y a déjà un parcours qui est là, hein. On a parlé de la ligne qui est l'objectif à court terme, mais il reparle de voltige, il parle d'astronaute. C'est évidemment bien dans l'actualité avec Sophie Adno qui est là-haut. Est-ce que tu as d'autres rêves que tu voudrais faire? Réaliser en Et tout cas. oui, oui, moi, c'est vraiment bah, les avions de collection, c'est-à-dire pas pouvoir piloter les avions les plus prestigieux et ce dont je rêvais quand j'étais vraiment enfant. Donc, voilà, pour moi, ça serait le P-51 Mustang et Corsair, tous ces avions-là. Bah, de pouvoir les piloter et pas uniquement faire un vol, être lâché dessus, et etc. Si c'était vraiment dans un futur, c'est de pouvoir les connaître, les piloter et pourquoi pas les acquérir, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Donc, ouais, c'est vraiment l'aviation de collection. Et après, là, on parle entre guillemets de ce que je souhaite moi, mais ensuite, ce que je souhaite également, c'est de pouvoir le transmettre. C'est-à-dire, pour Ah, l'instant, je suis pas dans un état d'esprit de vouloir faire de l'instruction parce que pour moi, je suis encore en quête d'apprentissage constant, de vouloir me construire dans mon parcours et d'avoir des choses, vraiment, je dirais, d'avoir un bagage technique conséquent par la suite, je l'espère, et pouvoir ensuite de pouvoir le transmettre parce que moi, on m'a beaucoup donné, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par les vols aéroclubs, par les formations, même ensuite, voilà, pour le pilote de ligne, etc. Mais j'ai beaucoup de respect et j'ai envie également de pouvoir transmettre dans un domaine qui me plaît, c'est-à-dire l'aviation de collection. C'est peut-être plus tard, par exemple, de dire, bah voilà, je me spécialise et de faire de l'instruction sur ce type d'avion, ou enfin voir en tout cas ce qui me plaira à ce moment précis, mais ouais, vraiment de vouloir transmettre et faire de l'instruction à un moment donné de ma vie. d'accord. Bah, il y a un certain Baptiste qui fait déjà ça et ça marche bien pour lui. On l'a vu au 13h il n'y a pas très longtemps. Au 13h de TF1, il est passé avec ses Mais avions. exactement. Ok. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Il y a Enzo qui dit oui, effectivement, ça claque un peu plus que la patrouille des autogires du Cantal, qu'il salue. Mais oui, mais Non, les bon, les autogires. saluts, ils sont passionnés d'aéronautique et c'est fantastique. Il y a pas, c'est sûr qu'il n'y a pas à comparer dans le sens où, voilà, c'est sûr par rapport à un autre, on va se dire, mais non, c'est moins bien. Non, c'est pas que c'est moins bien, c'est qu'on est tous passionnés
c'est que la personne qui va faire de l'ULM, qui va faire de l'avion, qui va faire du planeur, qui va faire de la voltige, qui va faire, je dirais, l'avion en réaction, je pense qu'on est là pour une chose commune, c'est-à-dire d'être dans le ciel, de pouvoir voler. Donc, c'est ça qui compte et c'est ça qui est important. Ouais. Il y a Charlie MRN qui pose cette question. Hop, combien d'heures de vol tu as aujourd'hui? Et ben là, en ce moment, j'en ai environ dans les 400. 400. Voilà, donc Charlie, Je tu as crois ta sans compter le réponse. planeur, quelque chose comme ça. Hmm. Ok. Le chat, hein, si vous avez des questions, allez-y, hein, surtout qu'il va nous rester plus tellement de temps là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Margot qui est avec nous. Moi, je voudrais revenir sur la voltige. Tu parlais donc de voltige, tu as parlé de Cap 10. Comment tu étais formé à la voltige quelque part? Quels sont les avions que tu as pu découvrir? Et est-ce que tu as suivi un cursus fédéral, entre guillemets, de voltige en vue de faire de la compétition après, plus tard ou pas? Bah, complètement. Alors moi pour le cap, ouais, j'ai fait que du cap 10 déjà en voltige moi. Et ensuite ouais, j'aurais peut-être pour objectif, j'aimerais peut-être essayer de faire de la compète, donc peut-être cette année. Donc on va voir comment ça se profile. Mais voilà, j'ai cette passion, je suis bien entourée. Voilà, j'ai un instructeur qui voilà fait les championnats d'Europe, championnats du monde, qui est propriétaire de son avion, donc une personne qui m'entraîne et qui est vraiment passionnée de voltige. Donc ouais, j'aimerais bien continuer, je dirais peut-être dans cette voie-là, découvrir également le monde de la compétition. Et donc pourquoi pas, je ne sais pas quand, peut-être cette année, peut-être l'an prochain, on verra en fonction de la dispo et de ce qui est réalisable. Ouais. Ah tiens, bah, il y a Chris Dutresse qui dit mais non, énorme Margot, comment vas-tu? C'est Romain, on était ensemble en Irlande. Romain, ah ouais, bah sûrement, mais écoute, Elle se souvient pas de bah, toi. Chris j'espère que tu bois Dutresse, une on est Guinness désolé. alors. Non, non, mais si, je vais m'en rappeler. Voilà. Bah en tout cas, Mais lui, il t'a écoute, en tout reconnu. cas, que des bons souvenirs en tout cas. Ouais, mais il faut recontextualiser la chose, mais que des bons souvenirs en Irlande, que des personnes superbes. Il dit Messi avec Victor, ça peut-être te parler. Ah, bah oui, c'était mon binôme. Voilà. Ah, mais si, Romain, bien sûr, qui volait à Aix-en-Provence. Si, c'est bon. Voilà. En IRME, il dit. Exactement, bah, Ok. complètement, Romain, bien sûr. Ben voilà. Voilà, le monde est petit dans la zone aéro. Voilà, comme Eh quoi on oui. se retrouve. Très bonne question de Vince. Mélanie Assol, qu'on a eu d'ailleurs dans l'émission. Est-ce que pour toi c'est une référence? Parce qu'on voit quand même quelques similitudes. Bah écoute, ouais, j'ai pu croiser la Mélanie plusieurs fois. Et ouais, j'admire beaucoup ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle fait également dans l'aéronautique. Euh, Moi, c'est important de se dire que moi, j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un. J'ai envie d'être dans, je dirais, dans ma construction, c'est-à-dire que bien sûr, il y a des profils qui m'inspirent. Et ça peut en faire partie parce que pour moi, c'est vraiment un exemple, par exemple, d'opiniâtreté, d'être allé loin dans la voltige, de s'être battu, de vouloir complètement chercher le meilleur niveau. Et je sais les engagements à quel point ils peuvent être importants. Mais voilà, moi j'ai envie d'être en accord, je dirais, avec mes principes, de faire ce qui me plaît, de pas vouloir suivre, par exemple, de se dire, voilà, je veux suivre tel parcours. Non, j'ai envie d'être moi-même, faire ce que j'aime et faire de l'aéronautique vraiment ma priorité. Et c'est ce que je fais quotidiennement. Mais oui, c'est sympa de voir des figures comme Mélanie ou comme d'autres femmes qui font des choses vraiment voilà, d'un certain niveau et qui donnent également, je dirais, cet Hmm. engagement pour les jeunes, pour les autres, à vouloir vraiment pousser les portes d'un aéroclub, de pouvoir s'entraîner et leur dire que c'est possible parce que c'est le cas. Donc, non, bel exemple, Mélanie, complètement, ouais. Alors il y a Chris Dutresse, ça c'est un message pour Nico parce que il nous dit Seb et Nico, j'étais à Nîmes avec vous. Alors là, le monde est très petit, mais alors c'est pareil, des Romains, il y en a eu un paquet. Hein. Donc lequel? J'ai envie de dire Moi, je lequel. me souviens que des élèves sur qui j'ai tapé dessus, hein, donc Ah oui, bon, bah alors c'est normal alors. c'est pas lui. Il était certainement bon. On a dû le dire en MP. Je sais pas s'il y a moyen. Petite question de Jean. Est-ce que tu as fait, ou est-ce que tu veux faire, ou est-ce que tu aimes faire du flight simulator avant tes vols? Non, alors j'en fais pas du tout. J'en ai jamais fait. Écoute, c'est un monde que je connais pas du tout. Mais pourquoi pas à l'avenir. Mais non, pour l'instant, je fonctionne pas comme ça. Plutôt pour, on va dire, réviser mes vols, je fais une certaine musique, dans le sens où, par exemple, en Fuga, même si c'est une nave ou si c'est par exemple un programme de voltige
ou voilà ce que je vais par exemple travailler sur une session, c'est que je le mentalise. C'est souvent je m'assois sur une chaise et bah voilà, je me dis voilà, je décolle, telle vitesse, mes briefings, telle ou telle chose, telles actions à faire à tel moment. En fait, ça, on gagne un temps, je dirais, assez important, voire même énorme en fait, vraiment en travaillant, je dirais, en amont. Et ça, on peut le faire n'importe où, à n'importe quel moment, en étant dans sa bulle, dans le calme. Et je fonctionne comme ça. J'ai fonctionné comme ça pendant ma formation, par exemple, en CPL. Boum, pas de moteur, encadrement, qu'est-ce que je fais, les actions. Ensuite, faire les choses, je dirais, de manière posée avec rigueur. Et ça m'a suivi tout du long et c'est comme ça que je travaille encore aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je peux conseiller, mais pas de flight sim, mais moi, c'est plutôt dans ma tête. Retenez ça, les amis. Parole d'évangile. Je dis ça, je dis rien. Super parcours, comme quoi tout est possible. Je suis bien d'accord avec toi, Enzo. Très bonne question également. C'est Jean aussi qui la pose, je crois. Ouais. Où est-ce que tu vois ou comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Écoute, dans 10 ans, je me vois en ligne. Je sais pas, moyen courrier, long courrier, je sais pas, on verra. Et j'espère long courrier quand même. Ouais. Et je ne sais pas sur quel avion, mais peu importe, tout me passionne, comme je disais. Continuer à voler, peut-être ouais, j'imagine faire de l'instruction à ce moment précis, j'espère. Et continuer à faire ce que j'aime, peut-être voler sur encore d'autres avions. Faire de la voltige, je ne sais pas également, je dirais à quel stade, si c'est encore peut-être en compétition, je ne sais pas, mais vraiment faire ce que j'aime en fonction de, on va dire, du moment. Mais je dirais faire de l'instruction, être en ligne et transmettre. Ouais. D'accord. Euh, Ouais, bah dans quelle compagnie? Elle a dit n'importe quelle compagnie. Donc voilà. Et n'importe quelle Non, si compagnie. c'est Air France, c'est très bien, mais si c'est ailleurs, ça sera très bien aussi. Voilà. C'est dommage que la compagnie Corsair n'existe plus. Oui, Et oui. mais c'est. Ah oui, ouais. Faudrait en recréer une avec des Corsair. Voilà. Ouais, Il y a de la place pour mettre un siège derrière le pilote. c'est sûr. Ok, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Il est 52, là, je vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la dernière page de l'émission, la foire aux questions, remise de gaz. Il vous reste peu de temps pour poser vos dernières questions à Margot qui est avec nous. Super parcours, super profil, super état d'esprit, donc profitez-en. Elle est encore avec nous durant les 5-10 dernières minutes de l'émission. C'est maintenant. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. La zone aéro, donc avec Margot qui était avec nous, pilote pro. J'ai une petite idée Oui, là, Nico. à proposer là, à Margot. Là. J'ai rencontré quelqu'un, son père, il avait monté une compagnie aérienne avec des Mustangs, des P-51. Après la guerre, oui. il en avait acheté une paire et il faisait de l'aviation d'affaires avec, en fait. Donc il montait le passager derrière, là, et puis il filait avec son Mustang, déposait son passager, puis il revenait. Donc il y avait plusieurs Mustangs comme ça. Donc, c'est le type de compagnie aérienne que je vais rechercher. Voilà, donc c'est peut-être un nouveau concept à réouvrir. Ah ouais, on va faire ça en refaire. France, ils vont adorer. Ouais, complètement. Il y a Philémon qui vient de faire le jeu de mots du siècle. Voilà, on le remercie. Quand on demande si tu veux voler sur long courrier, il faut répondre que ça dépend de plusieurs facteurs. Je laisse réfléchir sur... Ah oui. Bon, voilà. Pas d'applaudissements. Voilà. Ok. Merci Philémon. Il est à Brest, ce mec, non? Il est à Brest, non? Oui, ben voilà, les gens ils sont chauds, ils disent ah bah, si on montait une compagnie aérienne tous ensemble, ah oui, bah, les gars, voilà, Patreon, hein. Et puis on commence d'y réfléchir. Moi je suis d'accord. Hein. Bon, vous achetez les avions, vous achetez les P-51 et moi je les pilote. Ouais. On fait ça, les c'est gars. mon deal, ça. Si vous reste des questions, allez-y, on les met de côté. On retrouve Margot dans un instant. Il faut qu'on vous parle quand même de la semaine prochaine, puisqu'il y a un programme qui est assez riche la semaine prochaine. Je vais y arriver. Donc, voilà, on retrouve Margot tout de suite pour le mot de la fin. Hop, je vais afficher. Hop, c'est ici. La semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est mardi, le rendez-vous qui va être fixé. C'est Cynthia qui vous retrouve avec la Ground School et tous les stagiaires. Il y en a un certain nombre d'ailleurs qui sont dans le chat.
Je vous rappelle que l'idée, c'est de vous proposer gratuitement la formation à tous les modules du LAPL, du PPL, dans le cadre d'une émission de la Zone Aéro, la Ground School. La première, elle a eu lieu il y a un mois. Et là, donc mardi, vous aurez la possibilité, vous, viewers, de suivre le cours qui va être dispensé. Mardi à 20h30 avec Cynthia. Ça parlera de l'aéronef, de comment est-ce que l'avion vole, de tout ça. Donc, vous pouvez venir rejoindre le chat, sachant que ce sont les stagiaires qui posent les questions aux instructeurs. Vous pouvez regarder de manière passive, mais il ne va pas y avoir de réaction ou de réponse au chat, sinon on ne s'en sort plus. Donc voilà, on vous propose le cours, vous allez apprendre la même chose que les stagiaires pendant toute l'émission. C'est mardi à 20h30 pour 1h30, 2 heures autour de les avions, autour de l'avion, de l'aéronef et de la portance, etc. Et puis, la dernière émission du mois, c'est le 25 février 2026, 20h30. On retrouvera un autre profil. C'est Roxane qui sera avec nous en direct des États-Unis. Roxane Ketterer-Vernet, elle est cadette MPL. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une formation MPL, il faudra lui poser la question, puisqu'elle sera en cours de formation en direct des États-Unis avec nous pour vous expliquer les tenants, les aboutissants, comment est-ce qu'elle était retenue, comment est-ce qu'elle a vécu le début de sa formation, et puis qu'est-ce que c'est le MPL, c'est-à-dire l'aboutissement en ligne. Eh bien, c'est Roxane qui répondra à vos questions la semaine prochaine, 20h30 également. Dans la zone aéro MPL, c'est cher ça non, vous pourrez lui demander la semaine prochaine. Rendez-vous dans la zone. Voilà, on vous amène des gens, vous pouvez leur poser vos questions. Quand même beau, non ? C'est pas partout qu'on a ça, donc profitez-en. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça m'a l'air super intéressant. Écoutez, tant mieux que ça vous plaise. Le mot de la fin, puisque ça y est, on arrive à la fin de l'émission. Déjà, on va faire un petit rétex. Margot, comment est-ce que tu as vécu ta première participation à la zone aéro ? Ça a été ? Pas d'angoisse ? Écoute, très bien. Non, aucune. Ça va. Sa première participation, ça veut dire qu'elle va revenir. Ah oui, là, vu comme elle est partie, oui. L'avenir nous le dira, ça. Hein. Oui, il faudra nous raconter un peu tes exploits quand tu feras du Fouga en formation, tout ça. Il faudra revenir nous expliquer tout ça. Ton premier meeting, etc. Avec grand plaisir. Ah ouais, le premier meeting, ça peut être excellent, ça. Oui. Sujet sur le premier meeting. C'est intéressant, ça. Ouais. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu penses du Beech 1900D ? Nous demande Jean. Lui, c'est un avion qui le fait rêver. Écoute, j'adore. Très bel avion. Très, très bel avion. Margot, cours de masse et centrage. Pourquoi ? Est-ce que Margot fait cours dans la Ground School ? Non. C'est Cynthia, c'est pas Margot. Après, si Margot veut en faire, elle peut, mais c'est Cynthia qui gère le truc. En avion de collection, alors on a peut-être un peu répondu à ça, mais on va quand même leur demander, en avion de collection, quel est ton avion préféré et pourquoi ? P51 Mustang. Et par son histoire, je dirais, de la manière dont il est racé, tout simplement ce son, je sais pas, pour moi c'est le plus beau, et puis non, il m'a tellement marqué, je dirais, pendant mon enfance, et je dirais par rapport à ma propre histoire, ça sera le P51 Mustang. D'accord. J'ai fait Top Gun. Attendez, j'ai un petit souci de chat, continuez. Voilà. Fermé, ok. Alors P51, oui, P51, il n'était pas sûr avec le Corsair, entre le P51 et le Corsair. Est-ce que tu aimes Top Gun ? Ouais, P51. Ouais, j'adore, super. Le dernier, le premier, je préfère plutôt même les deux ? le même. Ouais, je préfère plutôt le deuxième presque. Plutôt le deuxième. Ok, d'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Margot, nous en tout cas, on te remercie pour la richesse de ta franchise dans les échanges. C'était intéressant. Moi, je suis quand même subjugué de voir une jeune fille de 21 ans qui arrive à faire tout ça. Donc, bravo, respect. Margot, elle est assez à l'aise à parler comme ça. Elle devrait faire de la politique et puis, tu vois, faire voter des lois pas de la politique. Développer l'aviation de collection et tout. C'est pas dans les projets, mais merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli. Puis j'espère avoir répondu au mieux aux différentes questions, même pour les parcours pro, les choses comme ça. Je sais que des fois que c'est pas des choix évidents, donc j'espère que pour tous ceux qui avaient des questions, ils arriveront à trouver sereinement leur voie et faire les bons choix. Voilà, merci en tout cas, tout le monde te remercie. Je pense qu'on peut l'applaudir, hein, Margot, voilà, bravo.
Merci, à très vite dans un Fouga, nous dit Jean 38 482. Si vous voulez remercier Margot, ben vous avez les points de chaîne, vous pouvez les envoyer évidemment. Parfait, bah, écoutez les amis, je vais vous remercier. Je remercie encore une fois Margot, Nico d'avoir participé à cette émission. La prochaine c'est mardi prochain pour la Ground School, mercredi pour l'émission. En attendant, ben, vous connaissez le principe, il va y avoir les replays. Qui sont sur YouTube. Il y en a un d'ailleurs qui sort vendredi. C'était l'émission qu'on avait fait avec Lorenzo sur les cours, enfin le cours, la phraséologie et la manière de passer son message avec l'intention, etc. Ça sort vendredi. Vous avez la possibilité toujours de regarder les replays qui sont sur la chaîne YouTube. Le Discord de la zone aéro pour continuer les échanges pendant toute la semaine avec les programmes, avec tout ce qui va bien. Vous avez les réseaux sociaux, ça apparaît en ce moment sur le chat, merci. Vous avez les podcasts audio qui sont en refonte d'ailleurs. Et il n'y a pas que les podcasts qui vont être en refonte. Vous allez découvrir quelques nouveautés probablement dans les semaines qui viennent. J'en dis pas plus, vous repérerez vous-même. Il va y avoir des petites news dans la zone aéro. Et puis Patreon, évidemment, pour continuer de nous soutenir. Merci à toutes et tous, encore une fois. Merci Margot, merci Nico. Passez une bonne soirée. Et puis, bonne soirée. Bon vol à ceux et celles qui volent. Et puis, rendez-vous pour la prochaine. Restez avec nous. Hein. On va faire un raid. On bascule sur une autre chaîne. Je ne sais pas encore. Je vais regarder. Donc, bonne soirée à toutes et tous. Et à très bientôt dans les zones. Ciao les amis. Bonne soirée. Bye bye. Ciao, bonne soirée. La zone aéro, l'émission. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission.